Hello, Itado Coaching à 6 ans, c'est vraiment émouvant. Bon, on va passer à la séance émotion et aller direct au concret. Dans cet épisode, je partage avec toi 6 leçons. Il y en a beaucoup plus, mais j'ai voulu me focus sur les 6 qui m'ont paru les plus importantes tout au long de mon parcours, de ce parcours et de mon aventure entrepreneuriale. Je partage avec toi l'envers du décor, les coulisses, la réalité. Les belles choses comme les choses les plus difficiles. Mais apparemment, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, leçon 1, on a le droit d'avoir peur. Leçon 2, c'est mieux de commencer à l'endroit. Leçon 3, la chance sourit aux audacieuses. Leçon 4, les rencontres, le réseautage. Leçon 5, l'équilibre de vie. Et leçon 6, se former. Bonne écoute. Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dioun, révélatrice de potentiel et fondatrice d'Itado Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 24 janvier, donc la veille des 6 ans d'Itado Coaching. Et c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant de prendre conscience que ce que j'avais construit existe et prend vie et grandit et s'amplifie et tout ça. Donc, j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui les 6 leçons qui m'ont paru et qui me semblent les plus importantes euh, à garder en tête pour toute personne qui a déjà un business ou pour toute personne qui souhaite lancer son business. Donc, la première leçon, on a le droit d'avoir peur. Euh, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, ce truc de ne pas se sentir à l'aise, légitime de proposer tel ou tel service, telle ou telle prestation, ou d'ouvrir sa boîte tout simplement. Moi, je sais que quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet de l'entrepreneuriat et que j'ai trouvé ce que je voulais faire, je me suis dit, mais attends, meuf, t'as 24 ans, tu vas aller donner des leçons de vie à qui? Et tout de suite, dans ma tête, il était évident qu'il fallait que j'attende d'avoir mes 30 ans pour pouvoir me sentir légitime. Avec du recul, je me dis, est-ce que c'était le syndrome de l'imposteur ou pas? Est-ce que c'était justifié ou pas? Après, en vérité, justifié ou pas, légitime ou pas, euh, mes 30 ans ont été le déclencheur de la création d'état de coaching finalement. Donc, le syndrome de l'imposteur, ce truc de ne pas se sentir légitime, c'est quelque chose de tout à fait normal. Après, l'idée, c'est de pouvoir aller au-delà d'eux, parce que quand on reste dans cette posture de cette sensation d'être un imposteur, on n'avance pas. On n'avance pas, on se considère comme, bah non, on n'est pas pertinent, non, on n'a pas sa place, non, bah finalement, ça n'a pas de sens, qui suis-je? Et la vraie question, c'est qui es-tu pour ne pas oser le faire? Si les autres le font, pourquoi pas toi? Après, les doutes, les craintes et les appréhensions sont tout à fait normales, hein. Moi, je sais qu'au tout début, on m'a beaucoup posé la question sur, mais quel est ton pourquoi? Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Moi, j'étais plutôt focus sur le comment. Comment je peux faire ça? Mais la vraie question, c'est le pourquoi. Et en fait, quand j'ai compris pourquoi je faisais ça, là, tout de suite, les choses ont changé. Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le coaching? Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette activité où, comme certains pourraient le justifier ou le qualifier, c'est mais tu passes ton temps à écouter les problèmes des autres, mais ça te sert à quoi? Mais en fait, ma personnalité, mon histoire, mon vécu et les différents métiers que j'ai occupés
m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Et mon pourquoi, c'est pouvoir transmettre, partager des connaissances, des savoirs sur tout ce que j'ai appris. Et pour moi, il fallait que ce soit des choses utiles à l'être humain. Il fallait que ce soit des choses qui vont servir vraiment. C'est pas seulement un tuto pour apprendre, je sais pas, à customiser je ne sais quel truc. Il fallait que ce soit vraiment quelque chose qui puisse servir à l'être humain, à la personne en tant qu'être humain, dans le sens où bah, le parcours que j'ai vécu m'a permis d'apprendre pas mal de choses et je me suis dit, bah, en fait, toutes ces choses-là, j'aurais aimé qu'on puisse, moi, me les transmettre également. Et c'est quand j'ai appris à me connaître, quand j'ai appris à donner du sens à toutes les expériences que j'ai traversées, que j'ai pu me sentir bien dans ma tête et mes baskets. D'où mon pourquoi. Et en fait, une fois que le pourquoi il est défini, le comment il vient automatiquement. Bah, le pourquoi, c'est pouvoir transmettre, partager des connaissances, des savoirs aux autres personnes en tant qu'être humain, partager tout ce que j'ai appris finalement, tout ce que j'ai pu expérimenter, le comment en accompagnement individuel comme collectif. Et du coup, il y a eu la partie, le syndrome de l'imposteur, ensuite la partie sur le pourquoi, et c'est tout ça qui m'a permis de forger un mindset pour aller et surtout faire face au challenge de la vie entrepreneuriale. Et là, je me suis rendu compte que notre premier outil, notre première force était dans notre mental. Donc, il était important pour moi de travailler sur mon mental. Comme je dis, on a le droit d'avoir peur, hein. On a le droit d'avoir peur, c'est quelque chose de tout à fait normal. La peur est une émotion qui vient nous dire qu'on sort de notre zone de confort, qu'on sort de notre zone de contrôle et que il est probable qu'il y ait des dangers. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là, hein. Justement, l'idée de la peur, c'est d'aller regarder ce qu'il y a derrière pour pouvoir prendre suffisamment de connaissances et élargir notre zone de confort. Du coup, là, pour moi, la première étape, c'est le mindset. La première leçon, oui, on a le droit d'avoir peur, mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête là. Parce que une fois qu'on a travaillé son mindset, que ça soit quand je parle de peur générale, hein. Il y a cette notion de est-ce que je quitte mon job? Imagine, je fais pas de chiffres. Imagine ça, ça et ça. On vient finalement explorer toutes nos insécurités. Toutes nos insécurités. D'où, après, il y a ceux qui ont peur de la prise de parole en public, ceux qui ont peur de montrer leur tête en vidéo. Enfin, vraiment, on vient vraiment travailler vraiment nos zones d'insécurité, vraiment. Et du coup, ça demande de se surpasser, ça demande de changer d'état d'esprit pour pouvoir entreprendre. Passons maintenant à l'étape leçon 2. C'est bien aussi de commencer à l'endroit. Combien d'entrepreneurs ont commencé par se dire, bah attends, je dépose ma marque à l'INPI, je vérifie si elle n'est pas déjà prise. Attends, vas-y, je vais choisir mon statut et me déclarer auprès de l'URSSAF. Pour moi, déposer son logo, développer une enveloppe à l'INPI et choisir son statut, ce sont les dernières étapes du parcours. Pourquoi? Parce que pour commencer, l'étape préliminaire, c'est d'abord faire une étude de marché. Pourquoi une étude de marché? Bah, une étude de marché permet de savoir si le produit qu'on propose existe déjà ou pas. Ok, bah s'il existe, quelles sont les options qui sont proposées et comment est-ce que moi je vais pouvoir me positionner sur le marché. Le marché, c'est là où l'offre et la demande se rencontrent, hein. C'est-à-dire, bah, comme la place du marché. Quand vous allez au marché, vous avez les marchands de fruits, légumes et tout ça, et vous avez les clients. Les personnes qui cherchent des fruits vont à tel stand, les personnes qui cherchent de la viande vont à tel stand.
Et ben c'est pareil pour votre business. Je suis beaucoup dans le vouvoiement aujourd'hui, dis donc. C'est pareil pour ton business. Du coup, là où l'offre et la demande se rencontrent, par exemple, moi, le coaching, quand j'ai commencé au tout début, bah, au tout début, il n'y avait pas trop de coachs. Après, il y a eu une poussée de coachs incroyable. Mais au tout début, j'en connaissais pas tant que ça. Et c'était plutôt des coachs américains qui étaient grave connus. Et après, au fur et à mesure, bah, voilà, j'ai découvert d'autres coachs. Mais en fait, chacun avait sa spécificité. Chacun avait ouais, ses particularités, sa manière de bosser. Et les, comment dire, les résultats qu'ils mettaient en avant. Que ça soit, bah, après le coaching, en vérité, il y a plein de domaines différents. Coach business, coach mindset, il y a des coachs en tout. Et du coup, l'étude de marché, ce qu'elle m'a permis, moi, d'identifier et de voir, c'est que très souvent, voire quasiment tout le temps, la plupart des coachs exercent en tant que coach, mais ont une seconde profession à côté. Et dans la majorité des cas, c'est de la formation ou thérapeute. Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y a certaines zones où il y avait plus de coachs, alors que par exemple dans le 93, il n'y en avait pas énormément. Ensuite, j'ai appris aussi, qu'est-ce que j'ai appris? Oui, du coup, les tarifs moyens pratiqués par les coachs, bah, le chiffre d'affaires moyen, les domaines dans lesquels où ça pêchait un peu, et ce qui est apparu, c'était la communication. Parce que très souvent, bah, les coachs avaient du mal à communiquer ou à utiliser une stratégie de com adaptée. Et ensuite, j'ai vu aussi que bah, la, la majorité des entreprises qui ne se faisaient pas, des entrepreneurs plutôt qui ne se faisaient pas accompagner, ne dépassaient pas les 3 ans. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Du coup, j'ai fait ma formation, j'ai suivi ma formation de coach. Tout s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai cherché à être accompagné. Et c'est là où j'ai atterri à la BGE. Donc le fait d'avoir été accompagné m'a permis de prendre une posture de chef d'entreprise et non juste de coach qui vient aider, accompagner. Parce que faut pas se mentir, dans les métiers de relations, d'aide, etc., très souvent, bah, comme les gens font ça avec le cœur, ils estiment que, bah voilà, je vais pas demander à être payé trop cher, etc. Mais finalement, si tu veux que ton entreprise elle survive, bah, à un moment donné, faut aussi mettre les mains, les pieds dans le plat. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais à un moment donné, bah ouais, faut chiffrer. Parce que bah, les factures, ça se paye pas avec des sourires, des merci et des t'es trop gentil. Sorry, ça ne fonctionne pas comme ça. Si ça fonctionnait comme ça serait super cool pour toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le fait de m'être fait accompagner m'a permis de prendre conscience de bah, cette posture de chef d'entreprise que je devais avoir parce que finalement, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est créer une entreprise, même si au début c'était juste une micro. Si je veux assurer la pérennité de mon entreprise, il va falloir définir des tarifs dans lesquels je me retrouve et qui vont me permettre aussi de vivre, hein. Pas de survivre, de vivre, vraiment de vivre. Et du coup, après ça, c'est le business model. Le business model, c'est une sorte de document de cartographie qui permet d'identifier bah, les produits, les canaux de communication, les canaux de distribution, euh, tous ces trucs-là. Et pareil, bah, il y a différents outils qui permettent de choisir son positionnement. Est-ce qu'on est sur de l'entrée de gamme? Est-ce qu'on est sur du luxe? Est-ce qu'on est dans du moyen de gamme? Vraiment, et la définition de ces clients cibles. À qui s'adressent les produits, les services que je vends? Parce que selon la personne à qui je m'adresse, je ne vais pas communiquer de la même manière. Si mon produit est destiné à des ados et si mon produit est destiné à des seniors, ben, je ne vais pas communiquer de la même manière ni sur les mêmes canaux. Je ne vais pas utiliser TikTok pour parler avec des seniors. Il y a juste un gros décalage. Et en fait, cette étape-là,
c'est pour ça que je parle de on commence à l'endroit. Cette étape-là de faire son étude de marché et se faire accompagner, définir son business model, permet de mettre les choses à plat. Ça permet aussi du coup, de pouvoir créer sa vision, d'identifier les valeurs de son business, d'identifier son client ou ses clients cibles, de se positionner. Et en fait, c'est tout ça qui permet ensuite de développer et d'élaborer sa stratégie, non seulement de contenu, de communication, parce que bien évidemment que selon la cible, selon l'endroit où on est aussi, on va pas utiliser les mêmes réseaux sociaux, on va pas communiquer de la même manière. Moi, je me permets le tutoiement parce que la plupart de mes clients, ce sont des particuliers et que j'ai envie de créer cette proximité et j'ai pas envie d'être dans du vous de la distance. Mon métier est humain et je suis humaine et c'est ce que je veux qu'on retienne aussi de mon business. Mais si je devais échanger avec des entreprises, si mon business était destiné à des entreprises ou, je sais pas, des seniors, ma manière de m'exprimer, ma manière de parler ne serait pas la même. Du coup, à toi qui lance ton business ou à toi qui veux lancer ton business, je t'invite à aller te renseigner sur l'étude de marché, le pro service, le produit que tu proposes, est-ce qu'il existe? Si oui, comment est-ce qu'il est vendu? Comment est-ce qu'il est packagé? Quels sont les arguments de vente, etc. Regarde ce qui existe déjà et identifie toi ta plus-value. Qu'est-ce que tu as de plus que les autres et pourquoi les gens viendraient acheter chez toi? À qui est-ce que tu veux vendre? Comment est-ce que tu vas vendre? Et à combien est-ce que tu veux vendre? Est-ce que c'est un projet en complément de revenus? Est-ce que c'est un side project? Est-ce que c'est derrière une entreprise que tu veux lancer? Est-ce que c'est un empire que tu veux bâtir? Tout ça, pour moi, ce sont des questions à se poser avant d'aller choisir son statut et d'aller déposer son logo ou sa marque à l'INPI. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'évolution de tes recherches, etc., peut-être que ton logo, ta marque, ton branding, tout ça va évoluer et tout ça va changer. Et finalement, tant que c'est pas mature, pour moi, il y a pas de nécessité d'aller tout de suite à l'INPI. Ensuite, il y a aussi une information importante à savoir, c'est que même si tu commences à facturer, tu as 30 jours pour déclarer et créer ta micro-entreprise pour ceux qui débutent. Tu as 30 jours. Pour, 30 jours après la première facture, ou en tout cas après la première entrée d'argent, tu as 30 jours pour déclarer ton activité. Donc ça va, c'est cool. La chance sourit aux audacieuses. Pour ma part, je pense qu'il faut oser. C'est même pas il faut, hein, c'est obligatoire de oser. C'est si tu veux te confronter ton idée, voir si elle marche, à un moment donné, il faut oser. Il faut se lancer. Une fois que tu as fait ta petite étude de marché, ton business model, que tu as appris ce que t'avais à apprendre, que tu t'es formé et tout ça, et ben à un moment donné, faut y aller, hein. Si tu restes dans ta taverne avec ta superbe idée, ton superbe produit, ton superbe service, il ne va rien se passer. Et puis, il y a un truc qui est super intéressant que j'ai appris en faisant, parce qu'il faut savoir que de base, je suis perfectionniste, mais je me suis dit, en fait, on va se détendre, je teste. Si ça va pas, j'améliore. Je re-améliore et je continue d'améliorer encore. Mais quoi qu'il en soit, je continue d'oser. Et finalement, c'est ce qui permet d'affiner sa manière de proposer ses services, de vendre ses produits, parce que tu t'adaptes, tu prends en compte les retours de tes clients, tu prends en compte l'évolution du marché, tu prends en compte les évolutions tout court, et tu te rends compte que oh, ça a l'air bien. Ah bah tiens, et si je l'intégrais dans ma manière de faire? Ah bah tiens, ça aussi, ça a l'air cool. Allez, on perfectionne. Bah tiens, j'ai proposé ça, et finalement, j'ai eu tel ou tel retour. Process qualité, c'est super important, hein. Quel que soit le domaine
c'est toujours important d'avoir un retour sur ce qu'on fait, sur ce qu'on produit, sur ce qu'on vend pour pouvoir améliorer. Et pour moi, c'est de l'amélioration continue. Parce que la solution parfaite n'existe pas, mais on peut toujours s'améliorer. Donc, on crée, on ose et on lance le truc. Et au pire, bah, on aura essayé, hein. On aura fait, on aura osé. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On améliore, on change, on adapte, on modifie et on reteste. Et je trouve que cet état d'esprit de se dire, vas-y, je teste et je vois ce que ça donne, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Donc, je t'invite à faire pareil. Leçon 4, les rencontres, le réseautage, les networking et tout ça. Vraiment, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on peut se sentir un peu seul. On peut se poser pas mal de questions et se dire, mince, ok, est-ce que je suis seul à vivre cette réalité? Et c'est important de sortir de chez soi, parce que très souvent on commence chez soi ou en coworking, mais la plupart des personnes que j'ai vues autour de moi et moi-même ont commencé chez eux. Sauf que chez nous, on n'a pas les collègues, on n'a pas les personnes qu'on rencontre à la cafette ou à la machine à café, etc. Et le fait de sortir, de rencontrer du monde, ça permet de s'enrichir, d'élargir son réseau, d'élargir ses connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles manières de faire. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. On se sent moins seul dans son bateau. Ça fait énormément de bien. Et même le fait d'être entrepreneur, je trouve que ça ouvre une porte supplémentaire. Parce que tu vas appartenir à un nouveau groupe, celui des entrepreneurs. Celui des entrepreneurs où on connaît nos réalités en tant qu'entrepreneur, on sait ce que sont nos différents challenges. Et bon, pour moi, il y a deux catégories. Tu as ceux qui se sentent en concurrence avec tout et tout ce qui bouge, et tu as ceux qui sont plutôt dans le partage d'opinions, d'outils, de mindset. Bah tiens, teste ça. Ah, moi j'ai testé ci, moi j'ai fait ça. Ah, bah j'ai fait ça comme ça. Et on va plutôt se soutenir et s'entraider. Ah, et toi, comment tu fais ça? Ah, bah moi je fais ça comme ça. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus enrichissant cette deuxième catégorie. Mais du coup, il ne faut pas négliger le réseau. En vérité, quel que soit le domaine dans lequel tu es, hein, que ça soit salarié ou entrepreneurial, que ça soit enfin, dans le cercle amical ou autre, je trouve que c'est quand même important de pouvoir sortir, échanger, rencontrer de nouvelles personnes parce que je trouve que c'est toujours enrichissant. De toute façon, l'être humain est un être social. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Malgré ce qu'on pourrait croire, nous avons des besoins aussi à remplir de ce côté-là en termes d'interaction, d'échange, de stimulation et tout ça. Donc, t'as retenu? Sors de chez toi. Leçon numéro 5. Pense à te préserver. L'équilibre de vie a une place très très importante dans la vie de tous les jours tout court, que ça soit dans le cadre du salariat, de l'entrepreneuriat. Mais je pense que dans le cadre de l'entrepreneuriat, on est plus facilement sujet à se laisser envahir, déborder partout, parce que bah on se dit oui mais c'est mon business, si je prends pas le temps d'eux. Et on a aussi cette idée reçue de ah oui, il faut faire des nuits blanches pour comment dire, faire des nuits blanches n'est pas une obligation déjà. Euh, je pense qu'il est important de trouver l'organisation qui nous convient. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très active la nuit. D'ailleurs, là, l'enregistrement de l'épisode, je le fais en pleine nuit. Mais parce que c'est un moment où je suis beaucoup plus créative. Et bah, de base, je suis quelqu'un enfin, j'ai envie de dire je suis une meuf de la night. Mais ça fait un peu trop cliché, genre meuf de la night. Ça veut dire quoi? Je vais en boîte? Non, pas du tout. C'est juste que bah, je suis beaucoup plus efficace le soir, la nuit.
je bosse beaucoup mieux. Donc forcément, des nuits blanches, je vais pas forcer. Au début, je faisais des nuits blanches, mais maintenant, je vais pas faire des nuits blanches. Je sais juste que le créneau sur lequel je suis la plus productive, c'est le soir, la nuit. Ouais. Mais ça veut pas dire que je fais des nuits blanches tous les jours. Pas du tout. Je sais juste que pour certaines tâches, certaines activités où j'ai besoin d'être créative, où j'ai besoin de calme et de juste être seul avec moi-même, bah là, je vais privilégier le soir. Et pour les autres activités, bah mes rendez-vous et tout ça, je vais pas faire ça le soir parce que c'est pas là où j'ai envie de. C'est pas là le moment où je suis le plus efficace et c'est aussi, c'est pas le moment où j'ai envie de d'échanger ou d'écouter quelqu'un. C'est comme le matin, je ne suis pas du matin. Vous me verrez pas mettre des séances de coaching, d'hypnose à 9 heures du matin ou si à partir de 9h30 ça va, mais je vais pas mettre des séances de coaching genre à 7 heures ou 8 heures du matin. Pas du tout. Parce que bah 7 heures, je trouve que c'est grave tôt et que si je suis réveillé à 7 heures, je préfère être réveillé et faire des choses peace qui vont me faire du bien, tranquille, ma petite routine du matin et non des séances. Non, vraiment pas. Donc, l'équilibre de vie, c'est quoi? C'est avoir un temps, un petit peu de temps pour faire un petit peu de tout. Dans ces différents moments, il y a les moments pour travailler et il y a les moments pour se détendre, ce qui est super important. Il y a les moments pour sa famille, que ce soit les parents, les frères et sœurs, sa chérie, ses enfants. Et il y a les moments aussi pour pratiquer une activité physique ou sportive. Il y a les moments pour dormir, les moments pour s'alimenter. Tout ça fait partie de l'équilibre de vie. Même si on a l'impression que quand on laisse son business, il faut travailler 24 heures sur 24, non, c'est pas vrai. On a aussi le droit de déconnecter, on a aussi le droit d'aller aux toilettes, on a aussi le droit de s'amuser, de s'éclater en fait. On a aussi le droit de vivre. Et je pense que si on se met à son compte, c'est pas pour non plus finir en burn-out ou se rendre malade par rapport à son activité. Donc, je vous invite à être vigilant, vraiment. Et on arrive sur le dernier point, ma dernière leçon. Se former. Pourquoi se former? Alors, déjà, il y a deux types de formations pour moi. Il y a les formations métiers, qui sont en lien avec le métier qu'on exerce. Et il y a les formations techniques. Les formations techniques autres que les formations métiers. Alors, exemple, j'ai commencé avec une formation coach de vie. Ensuite, je me suis formé aux soins énergétiques. Puis, j'ai suivi une formation en hypnose. Et après la formation en hypnose, bon, il y avait l'hypnose, il y avait EMDR, il y avait tout ce qui était tapping, etc. Bah, je me suis dit, c'est bon, je pense quand même que j'ai pas mal d'outils là. Là, ça va. Après, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc au-delà de l'hypnose, du coaching et tout ce qui est psychologie de l'énergie, je me suis aussi intéressé à tout ce qui était sur le transgénérationnel. Je me suis intéressé à l'art-thérapie. Je me suis intéressé à l'aromathérapie. Je me suis intéressé à la naturopathie. Après, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des formations que je vais suivre en mode bon, il me faut un certificat comme ça, je suis naturopathe, je suis aromathérapeute, je suis ci. Non. C'est vraiment des choses qui viennent compléter ma pratique. Je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas aromathérapeute ou autre, mais ce sont des choses qui viennent compléter ma pratique. Et à côté de ça, on a les formations techniques. Formation technique, bah, quand j'ai choisi de prendre mon logiciel de gestion qui me permet d'avoir le suivi des rendez-vous, la prise de rendez-vous en ligne, qui me permet aussi d'éditer mes factures, etc., il a fallu que je me forme pour être efficace. En ce qui concerne mon organisation, même si de base je suis assez bien organisé, à partir du moment où ma charge de travail a changé et que mes missions ont changé, il a fallu également que je revoie les bases de mon organisation. Bah, j'ai choisi de prendre une petite formation sur organisation et productivité. Ensuite, pareil pour le marketing, que ce soit Insta, que ce soit bah, les vidéos, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit
mes stratégies de vente, il a fallu également que je me forme. Pour ce podcast, j'ai commencé en mode allez, on y va, je teste et je regarde. Et ensuite, j'ai choisi de me former aussi à l'art du podcasting. Mais ce sont des formations qui me permettent, moi, de m'améliorer. Quand on voit dans le monde du salariat, bon, normalement, conformément à la loi, l'entreprise est tenue de mettre en place un plan de formation chaque année pour l'ensemble de ses salariés. Et que ça soit pour le maintien des compétences ou le développement de nouvelles compétences. Eh bien, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. L'entreprise, c'est toi. Donc, forcément, à un moment donné, si tu veux avancer, il va falloir investir en toi. Investir en toi, ça peut passer par tout ce qui est le mindset. Donc, il y a des formations, des accompagnements avec des coachs business, mindset et tout ça. Mais il y a aussi les formations qu'on peut suivre sur les formations métiers, sur les formations techniques. Et toutes ces formations permettent d'évoluer, d'avancer et de pouvoir implémenter tout ça aussi dans son business. Après, attention, faut pas non plus devenir addict à la formation comme certains ou certaines peuvent l'être. Dans ces certaines, je me compte dedans. Moi, j'aime beaucoup apprendre, j'aime découvrir plein de choses. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir apprendre et se dire, OK, j'applique et ensuite je verrai si je continue de me former ou si je continue d'apprendre des choses ou si je vais voir ailleurs. Donc, c'était le point sur la formation. Bien évidemment, choisissez les formations qui sont en adéquation avec votre métier, votre secteur, votre domaine d'activité. De quoi est-ce que vous auriez besoin? De quoi vous avez besoin de vous perfectionner, de vous parfaire? Ou quelles compétences il vous manque? Quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas un pro dans tous les domaines ou dans tous les domaines d'activité de votre entreprise, c'est important d'avoir les bases avant de déléguer à quelqu'un d'autre. Pour conclure, je dirais que l'aventure entrepreneuriale te permet d'aller visiter toutes des zones d'insécurité pour ensuite atterrir dans ta zone de grandeur. Et vraiment, c'est mon mot de la fin. C'est vraiment la manière dont je vois les choses. Ça sera tout pour aujourd'hui. Que la paix soit avec toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à me faire des retours. Je reste ouverte aux échanges. Donc, ne le garde pas que pour toi, partage, note. Et à très bientôt. Prends soin de toi. Bye.